Dans l'épisode 7 d'Alien Earth, tous les acteurs du chaos final se réunissent et les lignes se clarifient entre ce qui est humain et ce qui ne l'est pas. En revanche, la question de la monstruosité reste en suspens. Comme d'habitude, cette vidéo d'analyse se destine à celles et ceux parmi vous qui ont vu l'épisode ou qui n'ont aucun problème avec les spoilers. Petit retour sur l'épisode 6 et sa séquence d'intro. On pouvait y discerner un corps humain avec des instruments encore plantés dans le torse, à côté du cadavre du premier xénomorphe abattu. Après réflexion et vérification de la correspondance des vêtements, il s'agit de Bronski, l'officier scientifique du Maginot et amant de l'officier en second Zoya Zaveri. C'est de son corps en sommeil cryogénique que le premier xénomorphe de la saison était sorti. Dans l'image de ces deux corps situés côte à côte, je vois un aspect retour aux origines et réunion dans la mort de deux organismes qui ont partagé une certaine intimité. C'est aussi une façon de montrer l'irrespect de Prodigy pour le corps de Bronski, laissé à l'abandon sans sépulture, comme celui d'une créature telle que le xénomorphe. Slightly, qui cache le corps d'Arthur sous son lit, est à la fois la chose la plus enfantine et cauchemardesque à proposer, et on y retrouve la notion de terreur nocturne du monstre qui attend sous le lit pour attraper une cheville qui dépasse. On retrouve le motif récurrent de la saison, à savoir l'erreur terrible consistant à mettre des consciences d'enfants dans des corps d'adultes, qui plus est artificiels, et à les confronter à des problématiques et situations que beaucoup d'adultes eux-mêmes ne seraient pas en mesure de gérer émotionnellement. Il arrive bien sûr et malheureusement que des enfants soient confrontés à la mort, à l'horreur, aux responsabilités dans notre triste monde réel. Ici, Slightly et Smee font de leur mieux et Smee s'affirme toujours comme le gars sûr avec un interprète, Jonathan Ajayi, très convaincant dans son rôle enfantin. Pendant ce temps, Kirsch organise la remise en ordre du laboratoire avec une absence d'émotion parfaitement adaptée à un synthétique. Au travers de la question de Boy Cavalier, on a la confirmation qu'un reboot et une restauration de Tootles ou Isaac n'est pas possible en l'état actuel des connaissances de Prodigy et de leur maîtrise ou manque de maîtrise de cette nouvelle technologie des hybrides. La manière dont les mouches sont facilement maîtrisées les désigne peut-être comme le prédateur le plus nul de la bande des 5 ou au moins le moins dangereux pour les humains. Et oui, on peut supposer que la partie apparemment métallique des cages résiste à leur acide, parce que sinon on va se poser des questions sans intérêt sur tout et n'importe quoi. Quand Wendy demande ce qui est arrivé à Isaac et que Kirsch lui répond « la science », ce n'est pas uniquement une réplique froide d'humour noir qu'on peut apprécier comme spectateur, en relation avec la mise en garde de Kirsch qu'il avait fait à Tootles, et le fait que la méthodologie n'est pas optionnelle. Cette réplique permet aussi de cimenter l'intuition et les observations de Wendy, qui les désigne, elle et les autres hybrides, comme des expériences, au même titre que les parasites extraterrestres. La première réaction d'incrédulité de Wendy, qui l'exprime en affirmant qu'ils sont pourtant premium, alors qu'elle découvre Tootles, témoigne en outre de la prise de conscience de leur vulnérabilité, ou du moins de l'aspect factice de leur prétendue immortalité. L'articulation dans l'esprit de Wendy de ces deux prises de conscience, qu'ils sont des sujets d'expérimentation, susceptibles de mourir, la pousse enfin à rejoindre, au moins temporairement, le point de vue de son frère. Ils doivent s'échapper. Sa sortie du laboratoire est une démonstration du classique effet de la créature échappant au contrôle de son créateur. Ensuite, quand Nibs réagit aux paroles de Wendy en disant que personne ne joue avec ses entrailles et que personne ne peut prendre ce qui est à elle, cela s'ajoute à sa conviction d'être enceinte, qui a été effacée avec sa mémoire récente du crash et de l'attaque de la Théocellus. Quand je dis que cela s'ajoute, c'est qu'on peut légitimement se demander si la tentative d'invasion corporelle du parasite est le seul déclencheur ou si la petite fille a été victime d'agression avant même de devenir une hybride. S'il est évident qu'elle réagit mal à l'expérience d'une conscience en théorie humaine dans un corps synthétique, la nature de ces traumatismes antérieurs reste en suspens. Elle a besoin de se raccrocher à un ami imaginaire, Monsieur Fraise, une peluche d'autruche. On sait que l'autruche est associée symboliquement et de manière erronée bien sûr à un comportement qui consisterait à ignorer un problème ou danger en mettant la tête dans le sable. On peut supposer que c'est le symbolisme recherché ici avec Nibs qui est dans le déni. Quand Wendy annonce la mort d'Isaac et le danger de rester, Nibs répond qu'ils vont tous mourir, que les insectes vont ramper à l'intérieur et qu'ils seront tous des fantômes. Je suppose qu'on peut y voir l'expression imagée et enfantine d'une crainte existentielle de n'être que le Ghost in the Shell, une présence évanescente, prisonnière d'un corps synthétique. D'une certaine manière, les hybrides sont déjà des fantômes, des âmes en peine, qui ne sont plus associées à leur corps organique, une expérience qui ne sera que renforcée quand le trio trouvera les tombes des enfants un peu plus tard, lors de leur escapade sur l'île. Du côté de Curly, maintenant, elle exprime une loyauté féroce à Boy Cavalier et semble parfaitement sereine, du moins en surface, avec sa nouvelle identité. Il faut souligner que c'est apparemment le cas de tous les hybrides, à l'exception de Nibs, qui est dans un état émotionnel critique,
et de Wendy, mais avec des causes et conséquences totalement différentes. Wendy, ou Marcy, confirme dans cet épisode sa distanciation consciente et assumée de l'espèce humaine. C'est la seule hybride qui embrasse non seulement sa transformation, mais surtout en saisit la signification profonde qu'elle est devenue autre chose et qu'elle ressent un dédain de plus en plus marqué pour les humains. C'est pourquoi elle libère sans aucun état d'âme le xénomorphe du laboratoire. Entre ses capacités martiales, celle de contrôler les circuits d'information, les machines, et enfin sa communication avec le xénomorphe, ou peut-être les xénomorphes en général, Wendy s'affirme comme un être d'une puissance sans commune mesure avec tous les autres. J'en reviens à la découverte des tombes. Quand Wendy affirme qu'ils sont toujours là, Nibs répond qu'elle pense que non, qu'elle n'est plus là, mais d'une manière étrangement tranquille, comme si elle commençait à accepter de ne plus du tout être l'enfant Rose Ellis, mais en donnant l'impression d'avoir une fausse conviction quant à ce qu'elle est devenue au présent. Ici, l'épisode commence à poser les bases pour que nous n'ayons guère de surprise en la voyant péter un câble face aux soldats et devenir super violente. Toutefois, pour faire bonne mesure, l'épisode y ajoutera entre-temps sa fascination en observant le xénomorphe massacrer les commandos de Weyland-Yutani. Comme on pouvait s'y attendre depuis un moment maintenant, on a la mise en pratique du lien spécial qui unit Wendy au xénomorphe. Certains n'y verront qu'une redite de Chris Pratt face au Velociraptor dans Jurassic World. C'est une vision des choses, mais dans le cas de Wendy, cela mène une réflexion quant à ce qu'est le xénomorphe et la dimension sociale de cette créature. On sait que les aliens peuvent coopérer pour créer une colonie et répondre aux ordres d'une arène. Il n'est donc pas totalement déconnant que Wendy parvienne à établir une forme de communication, même si on ignore totalement ce qui lui a permis de le faire, même si l'explication en soi n'est pas forcément indispensable, tant que l'exploration du lien reste intéressante. En l'occurrence, dans cet épisode, l'idée consiste à démontrer à Joe que Wendy n'est clairement plus sa sœur Marcy et que son rapport à la vie humaine n'est pas du tout aligné sur le sien. On y reviendra avec la scène finale, bien sûr. Du côté de la petite promenade de Slightly et Smee, l'aide de Kirsch pour prendre le bon itinéraire ne fait que confirmer les suppositions autour du piège tendu à Morrow en instrumentalisant les enfants. Kirsch se contrefout de l'impact psychologique sur eux, ou pour prolonger ce que je disais dans l'analyse d'un épisode précédent, il le fait peut-être justement pour démontrer qu'il n'est pas obsolète et que les hybrides sont loin d'être opérationnels. Alors certes, il joue le parent qui pose les limites quand Slightly et Smee reviennent en prisonnier avec Morrow et qui leur dit qu'ils sont punis, privés de sortie, mais quel genre de parent ou tuteur accepterait un tel niveau de stress émotionnel et de traumatisme pour des enfants dont il a la charge? Pour revenir à Arthur, maintenant il était l'humain le mieux intentionné et le plus moral des Prodigy, c'est pourquoi il a accepté d'aider Joe, qui est un peu dans le même état d'esprit. Voir Arthur être aussi exemplaire avec Slightly et Smee sur la plage, quand il comprend qu'ils lui mentent, est un véritable crève-cœur, enfin si j'ose dire, avec le chestburster en approche express. Une scène de mettre en parallèle avec Curly qui vient chercher un réconfort maternel auprès de Dame Sylvia, qui ne fait que lui dire que tout ira bien, s'enfonçant ainsi dans les mensonges qu'elle se raconte à elle-même depuis un moment pour masquer son manque d'éthique dans le traitement des enfants en général, et à commencer par Nibs et l'effacement de sa mémoire qu'Arthur avait refusé de pratiquer. La confrontation entre Boy Cavalier et Dame Sylvia permet de laisser planer le doute quant à l'hôte qu'il envisagera plus tard pour la Théocellus. Cavalier va-t-il choisir Sylvia, avec laquelle il avait eu cette conversation en début de saison sur son dépit de ne pas avoir d'interlocuteur suffisamment intelligent, ou au contraire va-t-il s'orienter vers Joe, première personne qui apparaît à l'écran après la phrase de Cavalier confirmant qu'il a pris sa décision quant à l'hôte de l'œil parasitaire. Je pense que Dame Sylvia serait un choix apportant une forme de symétrie à l'histoire, sachant qu'Arthur a été parasité, lui, par le facehugger. Néanmoins, on peut se demander si Cavalier considère Sylvia comme encore trop indispensable en termes de maîtrise scientifique des hybrides pour accepter de la perdre. Ceci étant dit, il y a aussi des risques et limites qui pèseraient sur le choix de Joe en tant qu'hôte pour la Théocellus, puisque Boy Cavalier devrait prendre en considération l'impact sur Wendy d'un tel choix, bien sûr. Un choix qui ne peut pas être Morrow le cyborg, puisqu'au moment de sa prise de décision quant à l'hôte parfait, Cavalier ne sait absolument pas que Morrow est arrivé sur son île. Même réflexion pour Arthur, dont il ignore alors la position et la situation, et tenter de proposer un hybride comme Isaac, par exemple, n'aurait aucun sens étant donné que l'expérience n'a été prouvée comme viable qu'avec des êtres purement organiques jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, on en revient à la fascination de Cavalier pour la Théocellus, et si vous partagez un peu de cet intérêt pour la nouvelle créature la plus marquante de cette série, sachez que je lui ai consacré une vidéo entière disponible depuis lundi sur la chaîne pour aller creuser les caractéristiques de la bestiole et sa symbolique dans l'œuvre. Et sinon, doit-on vraiment s'agacer parce que la Théocellus, un organisme extraterrestre, parvient à lire les chiffres de graphie arabe pour représenter le début du nombre pi sur la paume de Boy Cavalier, ou plutôt profiter de l'énergie de la scène
pour ma part, c'est ma scène préférée de l'épisode, sans doute avec celle d'Arthur sur la plage, dans un autre genre. 1, 5 et caca était sans doute la meilleure réponse possible à donner à Boy Cavalier, et cela ne fait que conforter la Théocellus comme le meilleur personnage de cette série, avec Kirsch, admettons quand même, parce qu'il est très cool. Le fait que le parasite parvienne à faire bêler le mouton pourrait laisser espérer l'usage d'un langage humain, même si le processus et le niveau de contrôle et d'accès aux connaissances de l'hôte serait d'un degré autrement plus complexe. C'est sans doute la scène dont j'attends la concrétisation avec le plus d'impatience et d'horreur entremêlées pour l'épisode 8, ce qui est plutôt bon signe. J'y ajoute aussi la plante carnivore qui va forcément entrer en action et dont la victime reste bien sûr à définir, mais ceux qui ont regardé la section théorie de mon analyse de l'épisode 3 se souviennent peut-être encore de mon extrapolation à partir du film d'animation épique. Je suppose que l'épisode 8 nous donnera aussi la confirmation qu'Atom Hines est un synthétique, sans oublier de nous révéler l'histoire familiale de Boy Cavalier, dont on ne sait toujours pas quel membre de sa famille a disparu quand il était jeune et quel rapport le prodige pourrait avoir avec cet événement. La représentation du xénomorphe en pleine lumière et avec une personne en costume reste un débat ouvert. Pour ma part, ça me gêne un peu, mais pas plus que ça, puisque ce sont d'autres aspects de la série qui m'intéressent davantage. D'un côté, on peut regretter une manque d'iconisation de la créature, le xénomorphe, qui est au cœur d'Alien bien sûr, même s'il conserve quelques belles apparitions au long de la série, et de l'autre, on peut reconnaître la capacité à étendre l'univers pour traiter d'autres questions de SF que de rester sur un slasher alien pendant 8 épisodes, ce qui serait tout bonnement intenable. La scène finale avec le piège qui se referme sur Wendy, Nibs et Joe voit ce dernier confronté à un choix moral. Doit-il se ranger coûte que coûte du côté de ce qui reste de sa petite sœur, quitte à sacrifier des camarades, ou au contraire doit-il donner la priorité à la préservation de vie humaine, quitte à tirer sur celle que Wendy considère comme une sœur. J'ai vu de ci de là des commentaires de gens en colère contre Joe et je trouve ça assez amusant. Je suppose que le dilemme moral fonctionne au moins un peu. On peut clairement comprendre qu'il protège la vie de Siberian, qui faisait partie de son unité, et que Nibs s'apprêtait à massacrer. Il a un réflexe d'empathie qui me semble sain, et le contraire aurait été bien plus choquant de mon point de vue. Une décision qui va modifier la relation entre Joe et Wendy à coup sûr, mais l'hybride rejettera-t-elle son humanité au point de ne plus considérer Joe comme son frère? Par ailleurs, on entend un craquement qui provient de Siberian, et il n'est pas du tout dit que Joe a pu agir assez vite pour la sauver. En revanche, aucun doute quant au fait que Nibs n'est que temporairement inconsciente, elle reviendra dans un final qui devrait parachever le chaos et la mort sur l'île, tout en ouvrant sur une saison 2, dont on sait qu'elle est envisagée plus que sérieusement. Reste à découvrir si le plan consiste à proposer une fin en cliffhanger pour ensuite attendre sa résolution pendant 3 ans d'ici la saison 2, une vision d'horreur encore plus étouffante qu'un collier en facehugger. Faute de commentaires, de pouces en l'air, d'abonnements à la chaîne, je serai obligé de vous envoyer en balade, soit sur la plage avec Smee et Slightly, soit dans la jungle avec Joe, Wendy et Nibs, et dans les deux cas, vous allez morfler. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.